Maintenant, je vais vous parler donc des améliorations dans le contexte de la rénovation des revêtements de sol, enfin, des complexes planchers de manière plus générale. Et donc, ce premier slide d'introduction pour montrer que finalement, il y a aussi, comme dans tous les autres domaines, de grosses évolutions qui se sont produites. Quand on voit le petit croquis, la coupe de gauche, on voit finalement quelque chose d'assez simplissime, puisque ce qu'on retrouvait très régulièrement dans les anciennes constructions, c'était un revêtement carrelé, le plus souvent posé à plein bas de mortier sur un lit de sable stabilisé, qui lui-même était parfois plus du sable que du sable stabilisé, dans la mesure où le peu de ciment qu'on y incorporait n'avait pas toujours été hydraté. Donc on se retrouve vraiment dans des solutions extrêmement légères, je dirais, avec par contre parfois comme avantage indirect la facilité de démontage dans certains cas sur un support, mais pas toujours le cas non plus. Parfois, on travaillait directement sur le terre-plein, donc des choses extrêmement simples. Et quand on compare avec le croquis qui se trouve à droite, on voit qu'actuellement, on doit intégrer tellement d'autres considérations plus récentes que ça change évidemment la donne, ça complique beaucoup les choses. Parfois un peu trop malheureusement, mais enfin c'est l'évolution aussi des exigences dans toute une série de domaines qui rend cette évolution inévitable. Alors, les problèmes les plus fréquents qu'on va rencontrer avec les revêtements de sol, je dirais, anciens et traditionnels, c'est d'abord les questions de perte de chaleur quand ils séparent soit un espace extérieur, soit le sol lui-même. On estime grosso modo la partie de déperdition due au sol à environ 15%. C'est surtout aussi une question d'inconfort parce que finalement le sol c'est la seule paroi avec laquelle on est en contact quasiment permanent. Et donc c'est également ce point-là qui est problématique. Manque d'étanchéité à l'air aussi parce qu'on s'en souciait extrêmement peu avant et on se rend compte aussi dans le cadre de rénovation qui n'ont pas intégré cet aspect des choses dès le début, que c'est très difficile de faire marche arrière et de récupérer une étanchéité à l'air déficiente, pardon, si ça n'a pas été fait pendant les travaux. Problème d'humidité parfois, humidité ascensionnelle ou condensation, le plus souvent condensation superficielle quand il s'agit justement de revêtements de sol sur terre-plein, enterré, semi-enterré, où là l'inertie thermique devient tellement importante que lors d'élévation brutale de température, je pense à des phénomènes un peu orageux en été, on se retrouve parfois avec une condensation superficielle qu'on n'arrive absolument pas à gérer, puisque même en ventilant, le problème se poursuit. Condensation interne s'il s'agit par contre de planchers qui séparent un espace chauffé d'un espace non chauffé et dont la composition n'a pas été bien étudiée. Problème de stabilité dans le cas où justement on a travaillé directement sur le terre-plein. On a une terre en place qui a été plus ou moins damée, mais qui va continuer parfois à se déformer dans les années qui suivent la construction. Et le problème également de la transmission des sons. On sait bien que les anciens planchers sont rarement performants du point de vue acoustique. Et donc, ça veut dire que dans tous ces domaines-là, on sera obligé, si on veut répondre aux attentes actuelles et aux exigences actuelles, d'apporter un certain nombre d'améliorations. Alors, avant toute chose, avant de démarrer un travail de rénovation d'un plancher existant, il faut se poser la question de savoir si du point de vue stabilité, il n'y a pas de souci. Quand il s'agit de plancher en béton ourdi, il y a deux possibilités. C'est que soit on est confronté à un problème de dégradation du béton lui-même, soit on a un problème de dimensionnement de ces éléments-là. Et donc deux unités qui peuvent être intéressantes dans ce contexte, c'est la unité 231 pour tout ce qui est réparation du béton dégradé, et la 248 dans le cas où il faut renforcer des dalles existantes sans en modifier l'épaisseur, donc au moyen de systèmes d'armature collée. Dans le cas du ourdi, on va se retrouver face à généralement deux types de problèmes. À gauche, comme vous le voyez là, donc ce type de ourdi à poutrin claveau, comme on le voit ici, le plus souvent poutrin en béton forcément armé et les claveaux en terre cuite. Le problème qu'on peut avoir et qui est plus spectaculaire que dangereux, ce sont les claveaux, certains des claveaux qui se cassent et qui tombent au sol. Donc il vaut mieux pas se retrouver en dessous
à ce moment-là, mais il n'y a rien de grave, de réellement grave à ce niveau. C'est simplement dû au fait que la terre cuite est beaucoup plus cassante que le béton qui, lui, va pouvoir se déformer sans souci. Et donc, c'est souvent la partie inférieure de certains claveaux qui va tomber. Je dirais problème relativement mineur dans la mesure où il y a moyen de le résoudre à peu de frais, généralement, avec un faux plafond correctement. Donc, il faut étudier les fixations. À droite, beaucoup plus embêtant, donc les ourdis en terre cuite, ce qu'on appelait, qu'on appelle toujours les huyères, donc on retrouve, qu'on a beaucoup utilisé je dirais, la moitié du siècle précédent, principalement dans le Hainaut, qui sont finalement des systèmes qu'on peut comparer à une maçonnerie. Hein. Ce sont des éléments qu'on peut apparenter à des briques. Et dans les joints entre ces assises, on placait alors des armatures, mais on se rend bien compte que l'enrobage est minime. Et donc, si on a une ambiance un peu trop humide, le comportement à long terme de ces armatures n'est pas satisfaisant. Ça, c'est beaucoup plus embêtant parce que là, il faut vraiment se préoccuper de voir si ces armatures sont récupérables, si on peut les conserver ou s'il faut malheureusement envisager un remplacement de l'ensemble. Et troisième cas de figure du point de vue de cet examen de stabilité, donc ce sont les planchers bois, auquel cas il faut vraiment être attentif bien évidemment à toute manifestation d'attaque soit de champignons, soit d'insectes xylophages. Et donc dans ce cas-là, il faut y remédier. Forcément, s'il y a un problème d'humidité, c'est le premier point auquel il faut s'attaquer. Et une fois que c'est fait et asséché, envisager alors le remplacement du bois attaqué par du bois qui a subi un traitement curatif. Tout ça est relativement logique. Alors quand on s'attaque à un problème de rénovation des sols, on va se rendre compte qu'il y a énormément de questions qui se posent. La première et la plus importante, c'est où mettre l'isolation thermique, puisque c'est une des exigences essentielles actuellement. Et on se rend compte aussi qu'à chaque fois qu'on répond à ces questions, il y a d'autres sous-questions qui vont surgir, et c'est presque comme ça à l'infini. Donc, dans le cas d'une isolation thermique positionnée sous le support, la deuxième question connexe, c'est que d'abord, il y a un espace disponible suffisant dans les locaux qui sont situés en dessous. On va avoir une inertie thermique qui sera plus importante dans ce cas-là, mais est-ce que c'est bénéfique ou pas? Donc, il faut voir si on a une occupation occasionnelle ou pas du bâtiment. C'est certain que pour une maison de vacances, utiliser les week-ends, avoir une forte inertie thermique et un déphasage de nombreuses heures n'est pas nécessairement quelque chose qui va être facile à gérer du point de vue d'installation de chauffage. Isolation thermique sur le support, cuite du revêtement de sol existant, est-ce qu'on aura une hauteur minime suffisante? Est-ce qu'il sera possible de modifier la position des menuiseries, le raccord aux escaliers forcément, et également des différences de niveau lorsque toute la surface n'est pas isolée, comme c'est parfois le cas si vous avez une partie en extérieur, en avancée par rapport au bâtiment et le reste pas. Donc toute une série d'autres questions. Et alors la troisième possibilité, on isole dans l'épaisseur du support, généralement, donc ce sera typiquement un gîtage. Voir si on a un accès entre les poutres qui est possible, dans la mesure où vous avez parfois des revêtements de sol de valeur, mais également des plafonds de valeur. L'espace disponible est-il suffisant? Généralement, ce sera le cas, puisque si on prend un gîtage classique 8-23, vous avez quand même une épaisseur qui n'est pas négligeable. Et également se poser la question du comportement hygrothermique, si on sépare un espace chauffé d'un espace qui ne l'est pas, être certain qu'on ne va pas provoquer tout d'un coup un problème de condensation dans ce complexe. Alors, vu le nombre de questions qui se posent, une des possibilités d'utiliser un arbre décisionnel, je ne sais pas pourquoi mon slide avance tout seul. Alors je dirais on aime ou on n'aime pas, mais enfin c'est vrai que quand il y a justement de nombreuses possibilités, de nombreuses questions en cascade, c'est une technique qui peut être intéressante. Donc si on prend ici les trois, je dirais, types de sols dont on va parler par après, à savoir les sols sur terre-plein, structures portant en béton et bois, on voit que dans la première partie, sol sur terre-plein, la première question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a assez d'espace pour isoler par le dessus?
Si c'est oui, mais forcément, c'est ce qu'on va faire parce que ce sera la solution qui va nécessiter le moins de l'intervention la moins lourde. Si ce n'est pas le cas, on sera bien souvent obligé de démolir le plancher jusqu'à la structure portante ou jusqu'au support, jusqu'à la terre, si c'est le cas. Deuxième cas de figure, avec une structure en béton, se poser la question si les façades sont isolées ou non par l'intérieur, si le revêtement peut être enlevé, le revêtement sol, et si l'espace est suffisant. Si ce n'est pas le cas, on sera obligé d'isoler sous la structure, et si c'est le cas, on pourra l'envisager par-dessus. Tout ça est évidemment logique, et ceci n'est qu'un arbre décisionnel, je dirais, basique, mais qui peut être affiné si on le souhaite, bien évidemment. Et troisième cas, structure en bois, possibilité ou non d'accès par le dessus ou par le dessous pour pouvoir quand même placer une isolation thermique dans l'ensemble. Si c'est le cas, on va en profiter pour isoler entre les gîtes, et si ce n'est pas le cas, on en revient à la situation d'un plancher béton. Donc c'est un peu pour mémoire et pour ceux qui apprécient ce genre d'aide à la décision. Alors on va passer maintenant aux principaux types de sols qui vont être abordés dans l'exposé. Le premier étant un sol carrelé sur terre-plein. Donc je vous le disais, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que le niveau peut être rehaussé? Si c'est le cas, on aura forcément un choix qui va s'imposer, c'est-à-dire passer l'isolation au-dessus de ce sol existant. Et donc, entre les différents films plastiques dont on parle ici, une couche de nivellement le plus souvent qui va permettre de loger les canalisations techniques, sanitaires, chauffage, électricité. L'isolation thermique, le plus souvent forcément des plaques rigides dans ce contexte-ci. Et puis, vu qu'on est en surisolation thermique, on est en chape flottant, donc une chape armée, ça veut dire d'office une épaisseur minimale de 5 cm, et le revêtement de sol récupéré ou non. Donc ça veut dire que, grosso modo, si on considère tout ça, il faut quand même d'office tenir compte d'un rehaussement de l'ordre de 20 à 25 cm, voire plus si on veut atteindre des performances thermiques élevées. Alors, petite remarque ici, vous voyez que dans ces compositions, et c'est ce que vous retrouvez généralement dans la majorité de nos publications, on prévoit des films plastiques à différents endroits. Le raisonnement est de se dire, d'une part, que qui peut le plus, peut le moins, et aussi qu'on ne peut pas savoir d'une manière générale et extérieure quel est le contexte de tous ces cas de figure. Et donc, a priori, un film plastique de trop ne fera pas de dégâts, alors qu'à l'inverse, un qui n'aurait dû être placé et qui a été oublié pourrait en occasionner. Maintenant, il ne faut pas non plus être focalisé là-dessus, et si ce n'est pas le cas, si on constate surtout dans le cas de travaux qui ont été déjà réalisés qu'un film plastique n'a pas été placé, il faut vraiment au cas par cas examiner s'il était absolument nécessaire ou pas. Je vous dis, si on fait cet exercice, on se rend compte qu'on a énormément de situations pour lesquelles autant de films plastiques ne sont pas du tout utiles, mais je vous dis, c'est une façon un peu sécuritaire de raisonner pour alors, on reprend cette question, le niveau peut-il être rehaussé? Si ce n'est pas le cas et qu'on n'est pas sur une dalle en béton, à ce moment-là, on va devoir enlever le sol et donc excaver sur une profondeur celle qui sera nécessaire, mais enfin, sur une quarantaine de centimètres. Ne pas descendre en dessous des murs ou des semelles de fondation, ou si c'est le cas, malheureusement, les travaux seront encore plus conséquents vu qu'il faudra approfondir également les fondations elles-mêmes. Terminé alors par un nouveau complexe plancher avec une isolation en dessous ou au-dessus de la dalle de sol. Les deux possibilités peuvent être tout à fait envisagées, comme dans le neuf d'ailleurs, avec un avantage qui va essentiellement se situer au niveau de l'inertie thermique, si on souhaite avoir une masse thermique plus importante ou pas. C'est un choix qu'on va faire au cas par cas. Également aussi le fait de se dire que si l'isolation est au-dessus de la dalle de sol, on se retrouve avec une chape flottante, avec les petits inconvénients propres aux chapes flottantes, mais dont on va parler un petit peu tout à l'heure. Et troisième réponse possible à cette question, le niveau peut-il être rehaussé? Non, et on se trouve avec une dalle de béton. À ce moment-là, il va falloir envisager une démolition jusqu'au sol portant, mais avec un problème que bien souvent l'épaisseur disponible ne sera pas très élevée. Donc si c'est le cas, on sera obligé de retravailler avec une chape adhérente. Bon,
considère généralement 3 cm est un minimum dans ce contexte-là. Donc si la hauteur disponible et que le support est sec, si la hauteur disponible est faible, pardon, et que le support est sec. Si on a un petit peu plus de hauteur disponible, alors ce sera préférable de travailler avec une chape adhérente si on a en tout cas de l'humidité au sein du support. Mais donc ça veut dire que ça permet d'interposer un film plastique, mais par contre l'épaisseur de la chape, je vous le disais tout de suite, sera au minimum de 5 cm. Et par contre, si on a une épaisseur disponible plus importante, on peut en profiter alors forcément pour apporter une isolation thermique et avec une chapeautante par au-dessus. Donc la remarque qu'on peut faire, c'est que généralement, dans ce contexte, il y a peu d'espace pour l'isolation. Si c'est nécessaire, et donc ce sera souvent le cas, souvent je dirais conseillé et parfois exigé, suivant qu'il y ait ou non les exigences PEB à la clé, là on va être obligé de soit voir si on peut opter pour une isolation thermique performante mais de faible épaisseur, sachant que là le coût de ces isolants de type VIP ou REG montent rapidement en flèche, mais ça peut se justifier dans certains cas. Soit envisager de relever malgré tout le niveau du sol, mais de nouveau, si on a des menuiseries intérieures de valeur, ça va être bien souvent impossible. Soit alors envisager de démolir le sol portant lui-même, sachant que là on part dans des travaux quand même d'autant plus conséquents. Alors je vous le disais tout de suite, si l'isolation est résistante à l'humidité, si l'isolation est placée en dessous du support, donc il faudra forcément qu'elle soit résistante à l'humidité, ça c'est assez logique. Donc, de manière générale, on va plutôt s'orienter vers soit des cellulaires, soit un polystyrène extrudé. À ce moment-là, on peut se contenter d'une chape adhérente de 3 cm sur la dalle béton. Si l'isolation, par contre, est placée au-dessus du support, comme c'est représenté ici, on sera obligé alors de travailler avec une chape armée et une épaisseur minimale de 5 cm. Pour autant que ce ne soit pas un chauffage sol, auquel cas on va encore majorer cette épaisseur-là. Et temps d'attente également de 28 jours minimum avant de coller le revêtement sur la chape. C'est une précision importante à apporter parce que dans le contexte des chapes flottantes et de travaux qui doivent aller vite, parfois on se retrouve très souvent avec des conséquences relativement embêtantes puisqu'on en a quand même eu énormément qui nous ont été soumis à la décision des avis techniques du CSTC. Le problème typique de cintrage et fissuration du complexe chape-carrelage. Donc les observations qu'on peut faire, c'est un affaissement au niveau des plaintes, avec une déformation concave de l'ensemble, convexe pardon, de l'ensemble, sauf au niveau des fissures, quand il y a des micro-fissures, qui sont des micro-fissures fermées, généralement, qu'on va retrouver de manière erratique, où elles sont, au contraire, systématiquement situées au point bas. Donc, tout ça a été étudié déjà plusieurs fois dans nos publications et expliqué dans le détail pour ceux que ça intéresse. Ça se retrouve ici. Mais en 2 mots, le phénomène qu'on retrouve, c'est que finalement, on se retrouve avec un complexe chape et puis son revêtement carrelé qui peut bouger de manière relativement indépendante et libre puisqu'il n'est pas adhérent à son support. Également aussi le fait que l'isolant peut subir un léger tassement là où il va s'appuyer. Mais donc cette galette, si on peut dire, de chape et de son vêtement dur collé va avoir tendance à se déformer sous l'influence du retrait de la chape. Une partie du retrait de la chape quand on colle très vite doit encore se faire par après. Et ce retrait résiduel provoque un effet de bilame finalement. Si on se rappelle le fonctionnement des anciens thermostats avec deux lames métalliques avec un coefficient de dilatation thermique différent, mais on sait très bien que selon qu'elles soient refroidies ou échauffées, ces lames vont se déformer de manière concave ou convexe. Donc c'est exactement le même phénomène qu'on va observer dans ce cas-ci, également aussi pour un petit peu marquer les esprits quand vous faites l'observation d'une éponge de cuisine, mais vous remarquez qu'après un certain temps, la partie verte généralement est relativement simple dimensionnellement, mais par contre la partie éponge elle-même fait également un léger retrait dans le temps et vous retrouvez votre éponge qui a une forme un petit peu telle que celle-ci. Donc c'est un peu le même phénomène. Dès que vous avez un assemblage de couches
dont la stabilité dimensionnelle n'est pas la même, il y a une possibilité de cintrage. Et donc ici, c'est la chape elle-même qui fait un léger retrait dans les mois et les années qui suivent la pose du revêtement. C'est un phénomène qui évolue très très lentement. Donc ça explique aussi l'écrasement que je vous montrais sur la photo précédente au niveau des plaintes. Souvent, cet espace qu'on va remarquer ici, c'est dû à cet écrasement de l'isolant en périphérie. Et également au niveau des fissures, quand vous avez une fissure erratique, comme on en a malheureusement de temps en temps dans les chapes, ces fissures vont jouer le rôle de charrière, et donc ce sont des zones convexes séparées par des fissures au niveau des points bas qu'on va retrouver. Donc voilà, c'est pour réattirer l'attention sur ce problème qui est malheureusement relativement fréquent. Deuxième type de sol dont on va parler maintenant, c'est le cas des planchers au-dessus d'une cave ou ventilés, avec sol portant composé de soit une poutre à claveau, soit plus fréquemment, comme on le voit dans les anciens bâtiments, des voussettes sur poutrelles métalliques. La première chose qu'il faudra quand même vérifier, c'est l'état de ces poutrelles, puisque c'est un élément important afin de savoir s'il y a lieu d'intervenir de manière légère ou plus lourde. Dans la grosse majorité des cas, quand vous avez des caves, des ventilés dont le climat est correct, l'état de ces poutrelles présente une corrosion, mais qui est superficielle, donc qui n'est vraiment pas préoccupante. Donc on voit ici, ça avait été peint, mais la tenue de la peinture est évidemment mauvais, mais il n'y a rien d'inquiétant dans la mesure où l'acier est tout à fait sain en profondeur. Par contre, si vous avez un climat humide ou que ces poutrelles prennent appui dans des maçonneries qui sont elles-mêmes humides, vous pouvez avoir une corrosion qui devient extrêmement préoccupante et puis qui peut aller jusqu'à la ruine complète de la poutrelle et puis finalement, dans un deuxième temps, du plancher lui-même. Donc il faut à ce moment-là prendre le temps d'examiner, de comprendre pourquoi c'est dans cet état-là, voir comment assécher les maçonneries efficacement et durablement, parce que ça doit rester forcément durable dans le temps. Améliorer aussi le climat intérieur, voir comment c'est possible. Ce n'est pas toujours facile, je vous le disais, dans le cas des caves avec des murs contre terre. Et donc, suivant le cas, voir si malgré tout ça peut être conservé, si ça doit être totalement remplacé ou si ça peut être renforcé. Donc de toute façon, traitement des murs, protection extérieure, ce sont des travaux qui peuvent être extrêmement conséquents, qui sont d'office à prévoir, et travaux parfois difficiles à mener dans le cadre de rénovation où l'accès à l'extérieur des murs n'est plus toujours possible non plus. Donc vraiment une étude à ce moment-là en profondeur à mener pour voir si c'est raisonnable de garder le plancher ou plutôt d'aller vers un remplacement complet. Alors les questions qui se posent sont finalement les mêmes que dans le premier cas. Est-ce qu'on doit maintenir le sol, donc le revêtement de sol lui-même, ou le niveau du revêtement de sol? Si ce n'est pas le cas, on va le plus souvent isoler par le dessus, et c'est certainement la solution qu'on doit privilégier parce que ça permet justement de garder les poutrelles et les voussettes apparentes et donc de vérifier si le comportement reste satisfaisant dans le temps. Donc les solutions sont identiques à celles qu'on a passées en vue tout de suite. Si le revêtement de sol ou son niveau de ce revêtement de sol doit être maintenu, à ce moment-là, on n'aura pas le choix, il faudra isoler par en dessous. Et donc là, il y a toute une série de points d'attention dont on vient de parler. Les murs d'appui doivent être secs. Les poutrelles doivent être protégées durablement contre la corrosion, c'est un point vraiment essentiel. Si on est sur vide sanitaire, s'assurer que la hauteur disponible est suffisante pour envisager un travail correct. Et quand on se retrouve avec des canalisations sous le plafond, soit voir si on va opter pour le fait de les envelopper dans l'isolation, soit les déplacer elles-mêmes. Alors dans ce contexte-là, on voit qu'on est parfois tenté d'utiliser ce type d'isolant projeté, de polyuréthane ou similaire. C'est une des possibilités. Il faut savoir que le retour en arrière est quasiment impossible. Une fois que c'est fait, si on devait avoir un regret par rapport à une situation de départ, si on veut réutiliser par exemple une cave dont
l'aspect des voussettes donnait un certain cachet, ben, on l'aura perdu définitivement parce que ce sont vraiment des travaux délicats pour éliminer tout ça. Alors, un point important également aussi, ce sont les risques de migration d'humidité et de vapeur dans le complexe plancher. Enfin, c'est une des questions qui revient très souvent. Bon, il y a forcément des conseils généraux qui consistent à aérer suffisamment les caves et les vides sanitaires. Donc, il y a des recommandations dans la PEB à ce sujet, dans la norme D50001 pour les caves. Également un ancien fascicule de l'UBATC pour la ventilation des vides sanitaires. Donc, il y a quelques recommandations générales qu'on peut trouver. Maintenant, bon, ce n'est pas toujours suffisant pour assurer un climat tout à fait sain et optimal dans les caves ou vides sanitaires. Ça dépend un peu aussi de la migration d'humidité à travers les parois, que ce soit le sol ou les parois, les contre-terres. Et donc, il va falloir un petit peu étudier ça, sachant que le risque est très souvent, très rarement problématique. Donc on a ici, si on compare le schéma d'une toiture, on voit que la migration de vapeur va toujours se faire, que ce soit une toiture ou autre, de l'intérieur vers l'extérieur, parce qu'en fait, vous aurez une pression de vapeur intérieure qui est plus élevée à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc la pression de vapeur, c'est le produit finalement de la température et de l'humidité relative. Et on a une situation qui est toujours celle-là. Et donc, ce qui veut dire que la migration, dans le cas d'une toiture, se fait dans ce sens-ci. Et s'il y a effectivement des petits défauts d'étanchéité à l'air ou une absence de pare-vapeur, on va se retrouver éventuellement avec une condensation qui va se faire sous la première couche étanche à la vapeur qu'on va rencontrer, donc, normalement sous la sous-toiture quand elle n'est pas de bonne qualité. Dans le contexte d'un complexe plancher sur une ventilée ou sur cave, dans la grosse majorité des cas, on aura la même situation. C'est-à-dire que la pression de vapeur intérieure des locaux chauffés sera supérieure à la pression de vapeur qu'on va retrouver dans cet espace-là. Pourquoi? Parce que la température, justement, joue un rôle. Et donc, même si vous avez une cave ou un biventilé avec un taux d'humidité relative élevé, parfois on se retrouve avec des 80-90%, le fait d'avoir une température beaucoup plus faible dans cet espace fait que la pression de vapeur reste malgré tout supérieure dans les locaux chauffés qui sont au-dessus. Ce qui veut dire que la migration de vapeur se fera 9 fois sur 10 du haut vers le bas. Maintenant, il peut y avoir des exceptions si on utilise sa cave à une culture de cannabis, par exemple. Non, c'est une plaisanterie. Ou à n'importe quoi d'autre, on pourrait se retrouver dans des situations inverses, mais donc ce sont vraiment des cas tout à fait isolés. Alors, le raccord de l'isolation avec l'isolation des murs est un des points d'importance aussi. Donc, on se rend bien compte que la situation la plus facile, c'est d'avoir une isolation intérieure aussi bien au niveau sol qu'au niveau mur. Ce sera la façon d'avoir une jonction la plus aisée. Donc, dès qu'on se retrouve dans cette situation-ci, mais ça veut dire qu'il y aura une discontinuité. Donc cette discontinuité peut être amoindrie. On voit ici un des exemples qui sont repris dans cette série de détails techniques, avec un bloc isolant ici. Et donc on a malgré tout un passage préférentiel des calories par ce canal-ci, mais qui finalement sera rarement préoccupant dans la mesure où la zone froide qui va en résulter, mais ce seront les quelques centimètres ou dizaines de centimètres du revêtement de sol en périphérie. Or, comme au contraire d'un plafond qu'on ne nettoie pas tous les 15 jours vers un revêtement de sol, souvent on nettoie. C'est quelque chose qui ne porte pas à conséquence. On aura simplement une déperdition thermique un petit peu plus importante. Dans le cas des voûtes, donc ça c'est une situation qu'on rencontre beaucoup plus rarement. Mais donc si c'est le cas, là, on peut vraiment considérer qu'on travaille comme si on était sur un terre-plein. Il n'y a pas de lieu d'aller prévoir autre chose. On prévoit d'office une membrane anticapillaire parce qu'il est rare qu'une voûte d'un local enterré soit parfaitement sèche. Et on travaille d'office avec l'isolation par le dessus parce que l'isolation par le dessous, d'abord, serait difficile à mettre en œuvre. Pardon.
mais également vous auriez une telle masse au-dessus que le gain deviendrait beaucoup moins perceptible. Troisième type de sol, donc ce seront les sols en bois, donc gîtage avec plancher, donc comme on peut le voir ici, mais comme on peut le voir aussi là, donc en rénovation, on se retrouve parfois avec des situations où, du point de vue stabilité, mais il faut quand même se poser la question, et surtout si on envisage une surcharge, ce qui sera presque toujours le cas, vu qu'on va appliquer des couches complémentaires. Donc c'est un des points. Okay. Alors, si on se repose la même question, faut-il maintenir le sol, le revêtement sol ou le niveau du sol et du plafond? Si c'est le cas, donc et du plafond qui se trouve en dessous, hein. Si c'est le cas, ben, on n'aura pas d'autre choix que d'isoler entre les gîtes, ce qui nécessitera quand même d'enlever temporairement soit le revêtement sol, soit le plafond, mais qui pourront par contre être reposés par après. Et alors, on va privilégier les panneaux isolants souples ou semi-rigides de façon à pouvoir bien épouser les flancs des poutres et avoir quelque chose, une bonne continuité à ce niveau-là. Il y a d'office un léger pont thermique au niveau, enfin, pont thermique c'est un grand mot, au niveau des pernitions un petit peu plus importantes à hauteur des poutres elles-mêmes, des gîtes. C'est ce qu'on appelle la fraction de bois également dans les toitures, donc c'est quelque chose dont on peut tenir compte quand on veut vraiment affiner l'isolation thermique et le calcul aussi de cette isolation thermique, ça peut être fait et ça peut être alors éventuellement supprimé par une isolation thermique complémentaire à cet endroit-là, ou une légère isolation continue sur le tout. À voir au cas par cas s'il faut aller si loin dans la démarche, sachant que, de nouveau, je vous disais, les gîtages classiques, on se trouve avec du 8-23 ou 6-18, on a quand même déjà une belle épaisseur. Donc, si la réponse à la question de savoir si le niveau du sol et du revêtement de plafond doivent être maintenus est non, ben alors là, on peut isoler par au-dessus. De nouveau, ben là, il faut savoir qu'on va rajouter des couches et parfois même du poids, si on envisage une chape complémentaire ou une chape sèche. Enfin, même si une chape sèche est moins épaisse, il y a quand même un poids qui n'est pas à négliger, donc à vérifier, ou par le dessous à ce moment-là. Donc on se rapproche alors de la solution 2 qu'on a déjà étudiée précédemment. Alors, importance de l'étanchéité à l'air, je vous disais, si on ne s'en occupe pas à ce moment-là, ce sera quasiment impossible par après. Donc, c'est vraiment le moment où il faut se poser la question de le faire correctement. Sachant qu'un plancher traditionnel cloué sur le gîtage, ça ne présente pas une étanchéité à l'air très élevée. Et donc, prévoir une membrane complémentaire, toujours du côté chaud de l'isolant, pour la raison que je vous expliquais tout à l'heure, la pression de vapeur. La migration de vapeur se fait de la pression de vapeur la plus élevée vers la plus basse, et donc c'est toujours le côté chaud de l'isolant qu'il faut protéger pour éviter que tout ça migre à l'intérieur. Donc la solution la plus simple et la plus logique est de placer cette membrane en dessous du revêtement de sol et sur le gîtage. Maintenant, donc ça permet alors d'isoler entre les gîtes, soit du niveau des gîtes, soit par une isolation complémentaire, si on veut effectivement limiter l'influence de cette fraction bois. Donc ça, c'est d'un point de vue thermique, si on a un volume chauffé au-dessus et qu'il n'est pas en dessous, ce sera la façon de travailler la plus simple. Bon, par contre, elle nécessite d'enlever le revêtement de sol. Donc si on ne peut pas le faire, une autre possibilité alors, consiste à intervenir par en dessous, soit de manière séparée, espace par espace, donc en revenant coller, et là c'est là où on va commencer avec un peu de chipotage, si on peut dire, puisqu'il faudra assurer une très bonne étanchéité à l'air entre chacune de ces bandes de membrane et les flancs latéraux des gîtes. Par contre, du point de vue hydrothermique, pas de souci non plus. La troisième solution, qui consiste à emballer complètement le gîtage par en dessous, est évidemment un peu plus efficace du point de vue étanchéité à l'air que celle-ci, où là on doit chaque fois soigner vraiment ce collage un peu délicat.
Par contre, dans cette situation-ci, si on a de nouveau un plancher qui sépare une ambiance chaude d'une ambiance froide, on peut craindre une condensation, une formation de condensation en dessous de la gîte elle-même, sous cette feuille, s'il s'agit d'une feuille avec une résistance à la diffusion de vapeur élevée, ce qu'il faut quand même chercher à éviter, dans la mesure où c'est quelque chose qu'on ne verra jamais, mais qui pourrait, si on a un climat un peu sévère, porter à conséquence dans la mesure où la partie inférieure des gîtes serait humidifiée. Donc dans ce contexte-ci, si on envisage un emballage complet par le dessous, on conseille d'ajouter quand même une couche d'isolation thermique complémentaire et continue par en dessous. Alors la règle générale pour tout ce qui est isolation thermique appliquée de part et d'autre d'une membrane étanche à la vapeur, c'est qu'il faut que la résistance thermique de l'isolant qui se trouve du côté froid soit 1,5 fois supérieure à celle qui se trouve du côté chaud. Ici, ce ne sera pas un gros problème dans la mesure où le lambda du bois, donc le coefficient de diffusion thermique, il faut plus sur le résistivité. Plus sur le terme, un petit trou, donc le lambda, ce qu'on appelle probablement le lambda du bois n'est pas très performant, on tourne autour de 0,12, là où les isolants actuels vont faire 0,03, 0,04, donc on voit qu'une épaisseur, on ne devra pas avoir 1,5 fois l'épaisseur du gîtage, heureusement, sinon ça deviendrait beaucoup trop important. Conductivité thermique, c'est le terme que je cherchais. Type de sol 4 maintenant, donc ce sont les sols qui surplombent l'environnement extérieur. Donc la première difficulté qu'il peut y avoir, c'est de savoir si on a une surface plane ou pas. Donc dans le cas où la surface inférieure est plane, ce sera une situation qui est souvent facile à résoudre, mais ce qui peut compliquer les choses, c'est l'aspect architectural. Donc, quand on a un bâtiment d'une certaine valeur architecturale et qu'on ne veut pas revenir avec une grosse épaisseur rapportée par en dessous, ça risque quand même d'être problématique dans certains cas. Beaucoup plus problématique dès qu'on se retrouve avec des porte-à-faux limités comme on le voit ici, donc ce type d'éléments en surplomb avec des consoles en pierre bleue comme on peut le voir là, soit ce type d'éléments-ci, donc ce sont des choses qu'on voit relativement couramment, très couramment. Si on voit par exemple ce genre de situation-ci, vous allez trouver ça dans les rues de Bruxelles par centaines. Et donc on se rend bien compte que toute isolation par l'extérieur dans ce genre de situation-là est pour ainsi dire, impossible. Donc c'est ce qu'on dit ici, possible uniquement d'isoler par le dessous si l'aspect extérieur peut changer et qu'on a une surface qui s'y prête. Et donc, dans ce cas-là, on peut l'envisager pour autant qu'on utilise un revêtement complémentaire, que ce soit sous forme d'étique, sous un lambris, bois ou panneau, que sais-je. Isolation dans l'épaisseur du gîtage, si c'est un gîtage, forcément. Dans ce cas-là, et on en parlait tout de suite, il faudra prévoir une bonne étanchéité à l'air et à la vapeur du côté chaud, donc au-dessus du gîtage, comme on le voyait là sur les croquis précédents, et des plaques, ou alors éventuellement par des plaques suffisamment étanches à l'air avec joints étanches à l'air. Donc, ce sont des situations qui peuvent être étudiées au cas par cas, mais de nouveau, quand on se retrouve avec des climats qui peuvent être un peu sévères, il faut prendre le temps de se pencher sur la question pour voir jusqu'où il faut aller, justement le calcul des rapports d'isolation thermique, comme je vous disais, le type d'écran, sa perméabilité à la vapeur, sa résistance à la diffusion de vapeur, donc tous ces facteurs-là doivent être pris en compte et dans certains cas, il faut passer par des simulations de type laser ou autre. Isolé par le dessus, ça c'est la troisième possibilité, donc, qui pourra s'envisager dans pas mal de cas. Ce sera plus difficile généralement d'assurer la continuité thermique, sauf si les parois sont également isolées par l'intérieur. Ça va nécessiter également de surélever le niveau du sol, donc voir si c'est possible, et voir aussi si ça peut être fait éventuellement localement avec une marche par rapport au restant du local en question. Alors là, la continuité d'isolation thermique, ça on sait bien que c'est souvent problématique quand on ne peut pas justement avoir une couche d'isolation thermique parfaitement continue. Donc ce type
d'examen permet d'en avoir une bonne idée. Et donc, on voit ici, par exemple, typiquement l'influence d'un manque de continuité d'isolation thermique au sein d'un nœud constructif, avec également, quand on voit ce type de frange-là, l'influence souvent d'un manque d'étanchéité à l'air qui peut se combiner à ça. Alors, dans tous les cas où soit on veut faire les choses sérieusement, soit il y a une exigence de type PEB, donc dans le cadre de rénovation importante, un rappel rapide sur les principes de la réglementation PEB. On a toujours les trois possibilités qui s'offrent à nous. Donc, l'option A qui consiste à avoir un calcul détaillé du supplément du niveau K, mais ça nécessite quand même un niveau de compétence, je dirais, relativement élevé, et donc souvent on doit faire appel à un bureau d'études ou à une personne spécialisée dans ce type de calcul-là. À l'opposé, je dirais ce qu'on pourrait appeler la solution du fainéant, qui consiste à ne pas faire de calcul, mais on prend par contre une pénalité importante. Et entre les deux se trouve alors l'option B, qui consiste à vérifier que les nœuds constructifs sont conformes à la PEB, avec une pénalité qui, elle, est limitée. Pardon, je vais trop vite. Dans ce cas-là, on doit voir également qu'on satisfait à une des trois règles de base qui sont envisagées par la PEB. La première étant que les couches d'isolation thermique des différentes parois doivent elles-mêmes être continues, donc elles doivent être en contact elles-mêmes. Soit la règle de base numéro 2, continuité des couches d'isolation, mais par un isolant interposé. On peut prendre un tout petit graphique là-dessus pour que ce soit plus clair. Et la règle de base numéro 3, qui est la longueur minimale du chemin de moindre résistance thermique. Donc la règle de base numéro 1, c'est celle qui est représentée ici. Donc vous voyez par exemple au niveau du raccord entre une paroi verticale et une toiture, il suffit de s'assurer que la continuité soit assurée entre les deux. Donc il faut un contact égal au minimum à la moitié de la largeur de l'isolant le plus mince. Au niveau du sol, on se rend bien compte que ça ne peut s'envisager, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que quand on a une isolation au-dessus du support et une isolation thermique des parois par l'intérieur. Il n'y a aucune difficulté et on se retrouve avec une solution qui, d'un point de vue thermique, est forcément la plus performante. La règle de base numéro 2, donc continuité des couches d'isolation par isolant interposé. Donc ici, un exemple au niveau d'un acrotère de toiture. On va dans ce cas-là utiliser un bloc léger, le plus souvent en béton cellulaire ou verre cellulaire, de façon à assurer la continuité entre ces deux couches d'isolation thermique. Au niveau du sol, le principe est le même, et on se rend bien compte qu'en rénovation, si ce bloc n'existe pas au début, et ce sera très très souvent le cas, on est quasiment dans les possibilités de satisfaire à cette exigence-là. Donc là, c'est une solution qu'on peut souvent oublier dans le contexte de rénovation. Par contre, celle-ci pourra souvent venir à la rescousse. C'est la règle de base numéro 3, où on demande que la longueur minimale du chemin de moindre résistance thermique soit supérieure à 1 mètre. Donc on mesure simplement la distance entre l'angle intérieur, dans ce cas-ci, et l'extérieur, donc sans tenir compte de l'isolant rouge rapporté. Donc si on fait la mesure par rapport à l'isolant initial et l'intérieur extérieur, si on constate par exemple qu'on se trouve avec une longueur de 60 cm, eh bien on arrive à la conclusion qu'on va devoir approfondir l'isolation thermique de façon à ce que la somme de ces trois lignes-là soit supérieure à 1 mètre. Donc si on prend ici deux exemples, et puis on va en terminer avec cette illustration de la PEB, ces deux exemples au niveau d'un pied de mur et raccord avec le plancher, on voit qu'on est en option B, règle de base numéro 3, donc chemin de moindre résistance, et donc on doit faire le calcul entre cet angle-ci, donc cette longueur-ci, on y additionne cette longueur-là et puis cette longueur-ci, et il faut que la somme des trois soit supérieure ou égale à 1 mètre. Quand on est sur terre plane, là parce qu'on ne s'en soucie pas. Par contre, si on est sur un local non chauffé, que ce soit cas ou sanitaire, on va devoir refaire la même vérification par rapport à l'extérieur, et on sera obligé de refaire la même chose par rapport à l'espace, au volume non chauffé qui se trouve ici. Donc ça veut dire que ce sont ces trois petites vérifications qui vont être faites pour que ces trois valeurs soient chacune supérieure à 1 mètre.
Voilà. En ce qui concerne l'étanchéité à l'air, forcément l'étanchéité, le point d'attention principal, ce sera souvent l'étanchéité entre le raccord sol et mur, qui se fait, je dirais, de manière générale à l'aide d'un film de sensibilité qui doit être collé sur le sol en béton et collé ou incorporé dans l'enduit avec ces bandes bien connues qui incorporent un treillis dans lequel, enfin, qui se noie dans l'enduit. L'autre possibilité étant la possibilité d'un cimentage, même chose sur la dalle en béton, mais donc qui revient sur le mur. La difficulté, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, c'est de faire coïncider, je dirais, la jonction, comment dire, membrane d'étanchéité à l'air et enduit sur la hauteur de la plainte. On cherche toujours dans ce type de situation à avoir la jonction qui soit localisée là, donc ce qui veut dire que il y a une étude de niveau qui est importante et qui doit être menée préalablement pour que tout ça se goupille bien. Même chose ici. Donc la membrane de drainage du mur creux doit elle-même arriver à cet endroit-ci. Et c'est à cette hauteur-là que la jonction va se faire entre, dans ce cas-ci, le cimentage et puis l'enduit de plafonnage, de plâtre qui va venir par au-dessus. Pour également aussi des raisons d'humidité, on sait que un cimentage ne souffrira pas d'une présence accidentelle d'humidité comme on pourrait malheureusement parfois en avoir une, même simplement suite à une rupture de canalisation, que sais-je. Par contre, le plâtre, lui, doit toujours rester sec parce qu'il ne va pas pouvoir supporter ça. Alors, les causes possibles d'humidité dans le contexte des planchers, c'est pas énormément, donc ce sera soit une unité de construction, ce qui fait que bien souvent, on va prévoir sous isolation un film anticapillaire qui va permettre d'éviter les remontées capillaires venant du sol. Au-dessus de l'isolation et par rapport à la chape, on en prévoit un également pour essentiellement éviter que éviter l'eau de gâchage, pour autant qu'il y ait de l'eau de gâchage enfin, il y en a forcément, mais je veux dire sous forme liquide, ça ce sera beaucoup plus rare. Donc c'est une forme de protection de l'isolant. C'est un des exemples où je vous disais, en cas d'oubli, il faut quand même prendre la peine de vérifier au cas par cas si c'est vraiment quelque chose qui risque de porter à conséquence ou pas, mais donc les règles générales sont celles-ci. Ou alors l'humidité sous la conséquence d'infiltration, soit fuite dans des canalisations, ça arrive malheureusement quand même de temps en temps, soit des infiltrations latérales à travers les pieds du mur. Donc le problème qu'on rencontre souvent, c'est qu'on a actuellement tendance à vouloir que le niveau du sol intérieur et extérieur soit le plus proche possible. Et bon, il faut bien se dire que quand c'est le cas, si vous avez une infiltration latérale, ben ici, elle risque de porter relativement peu à conséquence si ça reste en dessous de l'ensemble. Par contre, plus vous descendez le complexe plancher intérieur, plus vous aurez des conséquences au niveau revêtement de sol à l'intérieur s'il y a une pénétration latérale. Alors, ce sont des détails, on le sait bien, qui au niveau du mur creux sont pas toujours très faciles à gérer. Donc, raison pour laquelle on prévoit un certain nombre de membranes qu'on va, par exemple, retrouver sur ce type de détail-ci. Donc, les membranes d'étanchéité à l'air qui sont, je vous le disais, fixées sur le support en béton, membrane de protection de l'isolant qu'on va retrouver ici, et alors les membranes de drainage de la coulisse du mur creux. Donc, une première membrane qui se trouve au-dessus du niveau du sol fini, de façon à ce que la grosse majorité de l'eau qui s'écoule dans la coulisse puisse être évacuée vers l'extérieur. Et on prévoit malgré tout une membrane complémentaire qui revient dans ce cas-ci sur la tranche de la fondation et qui remonte alors jusqu'au cétacé ici de façon, je vous disais, à correspondre avec la plainte, de façon à éviter à ce que toute une humidification accidentelle à ce niveau-ci ne porte pas à conséquence suite à des remontées capillaires dans la maçonnerie. Donc, tout ceci, on se rend bien compte, est relativement facile à dessiner, beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre si on veut que tout ça soit bien réalisé et aussi difficile à
au niveau de la conception, si on veut que les niveaux correspondent, enfin, puissent être respectés et n'entraînent pas de désagréments, d'inconfort, d'accessibilité ou des choses comme ça. Donc des détails qui doivent être étudiés de manière très approfondie, forcément tout aussi bien en construction neuve qu'en rénovation. Alors un petit aparté sur l'acoustique, dans la mesure où c'est un domaine délicat, donc il y a juste très peu de choses à préciser ici, enfin, dans le contexte de cette formation, mais c'est un domaine qui est pointu et donc qui nécessite de faire appel à des acousticiens, en tout cas s'il y a un niveau d'exigence qui est imposé. Donc si le cahier des charges impose une exigence déterminée du point de vue de l'amélioration acoustique, il ne faut pas se lancer à l'aveugle en se disant ça devrait marcher. Non, il faut vraiment étudier ça en profondeur. Les quelques règles de base qu'on peut rappeler pour les planchers lourds, en ce qui concerne les bruits aériens, généralement, il y a peu de problèmes. On recommande que la masse surfacique d'un plancher soit supérieure à 400 kg au mètre carré. À ce moment-là, on est certain que du point de vue bruit aérien, il n'y aura vraiment pas de soucis. Donc, les bruits aériens, c'est typiquement les bruits de voix dans un local. Et donc, le plus souvent, si on se retrouve avec un plancher lourd en rénovation, on sera souvent supérieur à 300 kg au mètre carré. Donc, c'est un peu moins, mais très peu de problèmes qui nous sont rapportés dans ce contexte-là. On a déjà une isolation acoustique qui est suffisamment performante par rapport au bruit aérien. Pour les bruits de choc, par contre, très souvent, ce sera la chape flottante qui va être conseillée, avec des matelas performance suffisante tels que présentés ici. C'est ce qui va permettre d'éviter que les bruits de choc qui sont transmis au vêtement de sol n'aillent plus bas vers la structure et finalement l'étage inférieur. À défaut, si on n'a pas la possibilité de le faire, mais il faut savoir qu'il y a des vêtements de sol souples qui sont très performants. D'abord, ne fût-ce qu'un tapis de plein. Au bruit de choc, on se rend bien compte qu'un tapis de plein relativement épais va déjà faire un très bon travail. Ou des vêtements de sol souples de type PVC sur sous-couche appropriée. Donc là, il y a des valeurs qu'on va retrouver dans la documentation technique des fabricants qui peuvent aider. Savoir aussi que dans le domaine de l'acoustique, il y a le problème des transmissions par voie latérale qui peut être souvent embêtant et parfois important, et d'autant plus important qu'on aura, dans le cas d'un plancher lourd, des parois verticales légères. Ce n'est pas du tout ce qui est représenté sur ce croquis, mais donc on peut imaginer un plancher lourd avec au contraire des parois maçonnées mais légères, de faible épaisseur, ou en béton cellulaire, on le fait le maçonnémique. Et là, l'importance des transmissions par voie latérale peut vraiment devenir déterminante. C'est la raison pour laquelle je vous disais, c'est un domaine complexe et il faut se faire assister pour s'il y a des exigences particulières. Alors les points d'attention dans ce contexte-ci aussi, donc dans le cadre d'une chape flottante, c'est vraiment important parce qu'on se rend compte que bien souvent, dans certains cas, les valeurs mesurées sur chantier sont inférieures à celles qu'on espérait et qui étaient mentionnées dans la documentation technique. Et ce sont souvent des petits détails d'exécution qui peuvent expliquer ça. Partout où vous aurez des traversées, il faut éviter qu'il y ait un contact rigide à cet endroit-là, et puis en terminer pour parachever, je dirais, l'étanchéité à l'air à ce niveau-là dans un deuxième temps. Protéger la sous-couche, et notamment on pense au pied de la pompe à chape. Hein, c'est lourd, c'est vraiment pointu, enfin contondant, et ça vibre beaucoup. Une pompe à chape en action, ce n'est pas immobile, ça vibre beaucoup. Donc si on ne protège pas efficacement, on peut déchirer ou vraiment dégrader la sous-couche. Et automatiquement, ça veut dire qu'une fois que le mélange est répandu, il va être en contact direct avec le support. Les remontées en plein, donc ça tout le monde le sait, mais les angles rentrants sont particulièrement délicats dans la mesure où un angle sortant sont délicats, dans la mesure où le recouvrement sera moins aisé que dans le cas d'un angle rentrant comme celui-ci. Donc, ce qui veut dire que voilà, il faut être attentif à ça. Il faut une entreprise qui soit
au courant ou un contrôle avant la mise en œuvre de la chape. Précaution aussi lors de la mise en œuvre du mélange chape, et notamment je pense à la pelle ou n'importe quel outil qui serait utilisé de façon à ne pas blesser de nouveau la sous-couche. Demander à ce que les remontées restent visibles jusqu'au rejointoiement de la surface, puisque à ce moment-là, on se doute bien qu'il y aura un peu de coulis qui risque de se mettre là. Il faut éviter que ce coulis serve lui-même de pont acoustique. Et donc, ce n'est que par après qu'on va venir couper ça au cutter et finir le joint entre le revêtement sol et la plinthe avec un mastic souple. Pour les planchers légers, c'est souvent plus problématique parce que pour les bruits aériens, généralement, ce n'est pas du tout satisfaisant parce que la masse n'y est pas, donc loin de là. Pour les bruits de choc, généralement, ce ne sera pas performant non plus, puisque rien n'a été prévu au départ pour être performant du point de vue du bruit de choc. Et donc, on est souvent obligé, si on veut des performances élevées, d'aller vers des solutions doubles, c'est-à-dire un doublage par le dessus, sous forme de panneaux, et puis chape sèche, comme on le voit ici, sous couche et chape sèche, également sous forme de panneaux en plusieurs couches, mais également doublage par le dessous, avec entre les deux, soit dans l'épaisseur du gîtage si on a accès, soit entre le plafond existant et le nouveau faux plafond, un isolant fibreux d'épaisseur suffisante. Il faut tabler quand même sur une petite dizaine de centimètres si on veut vraiment aller vers une performance correcte, et avec des systèmes de suspente de ce faux plafond appropriés. Donc généralement, Gyproc, Knauf et tous ces fabricants-là ont dans leur gamme des systèmes qui fonctionnent bien, ou les systèmes de fixation Z, comme on le voit ici, donc ceci étant fixé sous le support, et ceci servant de support aux vis qui seront utilisés pour le faux plafond, qui généralement lui-même est appliqué en deux couches croisées, deux couches de 12,5 l'une sur l'autre. On arrive à ce moment-là à avoir des performances qui peuvent être tout à fait satisfaisants. Pour plus d'infos, je ne suis pas acousticien moi-même, et donc on n'a pas le temps d'aborder ça, mais donc il faut savoir que vous avez des publications qui traitent de ça sur notre site. Et le dernier point, je pense, ça concerne le chauffage par le sol. Oui, je vois que je dépasse un tout petit peu. Et là, les recommandations sont identiques à celles qu'on a en bâtiment neuf. Isolation forcément thermique indispensable sous le chauffage sol, parce que sinon on a une déperdition catastrophique vers le bas. Limitation de la température de surface à 28-29 degrés maximum. Limiter aussi la résistance thermique des couches qui sont situées au-dessus du chauffage par le sol. Donc le plancher de leur revêtement sol lui-même. Limiter les surfaces et adapter les circuits en conséquence, donc pour limiter les risques de fissuration au sein d'un revêtement de sol qui va subir inévitablement des mouvements thermiques. On limite ça en surface de 40 mètres carrés maximum. Une chape armée suffisamment épaisse, donc là on retrouve des infos dans les unités à ce sujet suivant le type de système choisi. Et la recommandation générale qui consiste à laisser le séchage de la chape, la pose du revêtement, faire un cycle d'échauffement-refroidissement avant, pardon, je dis des bêtises, la chape, le cycle de chauffage et refroidissement avant la pose du revêtement, ce qui permet de limiter au maximum les tensions lors de la pose du revêtement et d'avoir davantage de garantie que tout ça se comporte bien. Donc, même chose pour les chauffages sol, la unité 179 est encore d'application, même s'il commence un petit peu à dater. La chauffiche 59, un article sur le parquet sur le chauffage sol et les systèmes innovants pour les complexes plus minces. Je pense que j'ai terminé tout juste, un petit peu trop tard. Merci beaucoup Luc. Donc on a quand même quelques questions qui ont été posées pendant ta présentation. On me demande en rénovation quelle est l'épaisseur d'une nouvelle chape isolante nécessaire pour satisfaire l'exigence réglementaire U inférieure à 0,24 s'il n'y a pas d'isolation antérieure. Si on doit satisfaire un U0,24, ah oui, la chape isolante, c'est ça. Ah oui, mais là, ça dépend simplement du matériau utilisé et du lambda du mélange.
Et il faudra simplement faire le calcul classique, donc partant du lambda, de la conductivité thermique de ce mélange, on fait le calcul de la résistance thermique, hein, en divisant l'épaisseur par ce lambda, et puis donc c'est un calcul tout à fait classique, mais à laquelle on ne peut pas répondre de manière générale. Ça va dépendre des performances du matériau qu'on va utiliser. Quel matériel conseillez-vous en chape isolante en rénovation? En chape isolante, donc de nouveau un mélange isolant. Ouais. Chape isolante. Mais ça dépend. Enfin, je ne suis pas sûr de bien comprendre le sens de la question, parce que parfois on parle de chape isolante en parlant d'isolant projeté, donc traditionnel. Enfin, actuellement, on se fait le plus souvent avec une mousse polyuréthane projetée. Mais j'imagine que si on parle de chape isolante, c'est une chape sur laquelle on voudrait directement pouvoir travailler. Donc là, ce sont des mélanges, je dirais, relativement classiques, soit béton cellulaire, enfin, type cell mix, soit mélange granulat léger, ciment. C'est difficile d'en préconiser un plutôt que l'autre. Simplement, il faut de nouveau voir ce qu'on recherche, faire le calcul en fonction du lambda annoncé par le fabricant, suivant la quantité de granulats légers et d'autres charges éventuellement. Et puis, ce qu'on recherche aussi par rapport aux résistances mécaniques et par rapport au futur revêtement de sol. Donc, si on a un parquet, on sait très bien qu'on aura besoin d'une bonne résistance à l'arrachement, donc une cohésion élevée. Donc, il faudra quand même aller vers des mélanges qui sont un peu plus costauds, mais par contre un peu moins performants thermiquement. Donc, c'est vraiment des questions difficiles à répondre comme ça d'une manière précise. Il faut vraiment voir au cas par cas. Ok. Merci beaucoup. Lors d'une rénovation, par quoi pouvons-nous remplacer le sable de compression pour effectuer une chape sur des voussettes? Là, ça dépend un peu. Soit on peut de nouveau utiliser des mélanges légers, hein, je pense à un béton d'Argex léger. Ça peut même être en vrac dans la mesure où, enfin, si on peut se permettre par après d'avoir une chape armée. Donc, il suffit simplement d'avoir quelque chose de stable. Ça peut être un sable stabilisé, ça peut être un béton maigre, ou ça peut être des mélanges légers, comme je disais tout de suite. Plus souvent, on va utiliser, je pense, des mélanges à base de granulats d'argile expansé ou équivalent. Mais de nouveau, c'est une série de choix qui peuvent être envisagés sans avantage majeur de l'un par rapport à l'autre, dans la mesure où, de nouveau, on peut se permettre par après une membrane de désolidarisation, enfin anticapillaire, et puis une chape, un isolant fort, si on peut se le permettre aussi, et puis la chape armée. Est-il possible d'isoler des voussettes par en dessous avec des matériaux écologiques? C'est une bonne question, à laquelle je ne vois pas tout de suite de réponse. Oui, si l'aspect n'a pas vraiment d'importance, mais je pense qu'on peut envisager n'importe quel type d'isolant dans la mesure où il faudra envisager un support pour la future finition, c'est-à-dire un ensemble de, je pense à des profilés type Metal Studio, donc en acier galvanisé ou éventuellement en bois traité, entre lesquels on vient remplacer un isolant. Et là, les matériaux écologiques se présentent aussi sous forme de panneaux. Donc là, simplement, ce qui a déversé en vrac, là, je ne vois pas de possibilité, mais tous les autres, je pense que ça peut s'envisager de manière tout à fait classique. Bonjour, dans le cas d'un plancher bois conservé à isoler par le dessous, est-ce qu'une sous-couche posée sous un stratifié peut servir de pare-vapeur? Est-ce que tu peux répéter la question? Alors, dans le cas d'un plancher bois à isoler par le dessous, est-ce qu'une sous-couche posée sous un stratifié peut servir de pare-vapeur? Une sous-couche posée sur un stratifié, je ne vois pas bien. Ah oui, on parle du dessus. De nouveau, c'est possible parce que certaines de ces sous-couches sont à base de polyéthylène à cellules fermées et donc ont une valeur mu qui n'est pas mauvaise. Donc c'est un peu de nouveau à étudier au cas par cas, voir comment on le fait dans une toiture. On regarde la valeur MUD ou SD par rapport à la sous-toiture. Ici, on peut la faire de la même façon. On va parfois, pas toujours, retrouver la valeur mu dans les fiches techniques de ces sous-couches.
Et donc, si c'est le cas, de la valeur mu, on peut calculer la valeur SD. Donc, on mesure simplement par l'épaisseur exprimée en mètres. Et si on est supérieur à, je dirais, 2, 3, 4, 5 mètres, généralement, on est dans le bon. Par contre, dès qu'on se trouve dans des climats plus sévères qu'un climat normal, classe 2 ou 3, il faut aller plus loin. Il faut vraiment prendre la peine de faire le calcul, éventuellement une simulation, et voir s'il faut davantage de précautions. Alors, j'ai encore deux petites questions. Comment gérer les ponts thermiques au niveau de la porte d'entrée en cas d'isolation sur le sol existant? Ça, c'est vraiment aussi un cas qu'il faut étudier au cas par cas. Il faudrait qu'on ait vraiment un peu une coupe de la situation et voir comment le faire. Mais enfin, grosso modo, le principe sera d'essayer de maintenir un espace suffisant entre la partie seuil extérieur et leur vêtement de sol, qu'on va combler d'un isolant thermique. Et il faut que cet isolant soit à l'aplomb de la porte elle-même, et donc masqué par un élément qui servira lui-même aussi finalement de seuil à la porte. Mais donc oui, il existe des tas de solutions, mais c'est vraiment le genre de choses où il faudrait, si c'est nécessaire, nous contacter via le formulaire de demande d'avis chez nous, nous envoyer la coupe et qu'on réfléchisse à ce moment-là plus précisément. Dans quelle mesure faut-il prendre en compte la présence de bouches d'aération, souvent grillagées, souvent rencontrées en pied de mur de bâtiments plus anciens, fin 19e, début 20e? Murs pleins en briques, en façade extérieure, faut-il les maintenir ou les condamner? Risque de perte importante à l'étanchéité à l'air et infiltration d'eau. Oui, là, ça ne concerne plus vraiment les sols, mais plutôt les murs. Donc, j'espère ne pas dire de bêtises. Pied de mur, oui, je pense que c'est juste parce que c'est très proche du sol, en fait. Ah oui, c'est ça. Donc, j'espère ne pas dire de bêtises à mon sens, mais il faut me corriger si ce n'est pas exact. Mais on considère que ces ouvertures n'ont pas de rôle important ou significatif, et donc je pense qu'on peut les obstruer pour autant que toutes les dispositions par rapport à l'humidité ascensionnelle notamment aient été prises. Donc, il faut plutôt aller vers les injections. Et tabler là-dessus, protection des pieds de mur, contre terre, des choses comme ça. Et normalement, on peut alors se passer de ces orifices sans souci. J'en reparlerai justement un petit peu après. Et dernière question, dans quel cas est-ce qu'il serait plus intéressant, lorsqu'on est directement sur Terre, de placer l'isolant entre la dalle et la chape? Point d'interrogation. Lorsqu'on refait tout, dalle puis chape puis isolant, n'est-il pas plus intéressant dans tous les cas de mettre l'isolant tout en dessous? Point d'interrogation. Lorsqu'on a le temps et que l'isolant est étanche, bien sûr. Mais, pas nécessairement. En travaillant comme ça tout en dessous, c'est ça que j'expliquais tout à l'heure, on aura une inertie thermique beaucoup plus importante, ce qui peut être un avantage, mais pas toujours. Donc ça dépend du type de chauffage, de régulation qu'on a, et du type d'occupation. Donc je donnais l'exemple tout à l'heure de la maison de vacances dans laquelle on va, par exemple, 2 jours pour le week-end. Avoir une forte inertie thermique n'est pas du tout un avantage dans ce cas-là. Alors il faut pouvoir le gérer avec de la domotique et des commandes à distance de l'installation de chauffage pour tenir compte du déphasage. Mais donc ça peut être un avantage dans le contexte d'une forte inertie, mais pas en occupation temporaire de toute façon. Et donc, par contre, si on ne travaille pas au-dessus, c'est pour ça que j'attire l'attention là-dessus aussi, on se retrouve alors en chape flottante avec les petits inconvénients, la pathologie propre aux chapes flottantes, qui peut être contrée, mais moyennant des précautions comme celles dont je parlais tout de suite.